Imaginons un instant un pays sans aucun impôt sur le revenu. Pas de déclaration fastidieuse au printemps, pas de prélèvement à la source, aucune administration fiscale omniprésente pour surveiller vos finances. C'est pourtant ainsi que les États-Unis d'Amérique ont fonctionné pendant les 124 premières années de leur existence. Durant cette période, l'État a pourtant financé des guerres, construit des routes, entretenu une armée, acheté d'immenses territoires et structuré un empire de l'Atlantique au Pacifique. Comment la nation la plus puissante du monde a-t-elle pu se financer pendant plus d'un siècle sans jamais prélever le moindre centime sur le salaire de ses citoyens? Pour comprendre ce mystère, il faut plonger dans une histoire dense, jalonnée de révoltes armées, de guerres douanières et de conquêtes territoriales. C'est le récit d'un affrontement permanent entre un État en quête de ressources et une population profondément hostile à toute forme de fiscalité directe. L'absence d'impôt sur le revenu ne relevait pas d'un accident historique. Les pères fondateurs avaient volontairement conçu une architecture constitutionnelle rigide, pensée pour rendre la perception d'un impôt direct presque impossible. Ayant combattu un roi britannique qui les taxait sans leur accorder de représentation politique, ces hommes redoutaient plus que tout de voir naître un nouveau pouvoir central capable de puiser arbitrairement dans la poche des citoyens. L'article 1er, section 9 de la Constitution de 1787, stipulait qu'aucun impôt direct ne pouvait être établi à moins d'être réparti proportionnellement entre les États selon leur population. Cette règle de la répartition était un obstacle insurmontable. Pour lever une somme globale, le gouvernement ne pouvait pas taxer équitablement chaque individu selon ses gains. Il devait exiger de chaque État une contribution strictement proportionnelle à son poids démographique, indépendamment de sa richesse réelle. Ce mécanisme rendait l'impôt direct absurde et inapplicable, forçant la jeune République à chercher son salut financier ailleurs. Il faut se rappeler qu'à l'issue de la guerre d'indépendance, en 1783, la situation budgétaire était catastrophique. La dette fédérale s'élevait à 54 millions de dollars, à laquelle s'ajoutaient 25 millions de dettes contractées par les États. Sous le régime initial des articles de la Confédération, le pouvoir national n'avait aucun pouvoir de taxation autonome. Il devait quémander des fonds auprès d'États qui l'ignoraient superbement, plongeant le gouvernement central dans une impuissance humiliante. Ce désordre budgétaire fut le véritable moteur de la Convention de Philadelphie en 1787. Les délégués comprenaient qu'un État incapable de s'autofinancer était condamné à disparaître. La nouvelle Constitution accorda donc enfin au Congrès le pouvoir de lever des droits de douane et des taxes indirectes, tout en verrouillant la fiscalité directe. Sous l'impulsion du premier secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton, la loi douanière de 1789 posa les bases du financement de l'État. Le principe du tarif Hamilton brillait par sa simplicité. À chaque fois qu'une marchandise étrangère, qu'il s'agisse de textiles britanniques, de vins français, de sucre ou de thé, pénétrait dans un port américain, l'importateur devait s'acquitter d'une taxe. Ce prélèvement s'effectuait uniquement dans quelques ports de la côte Est, ce qui évitait de devoir bâtir une bureaucratie tentaculaire. Quelques douzaines de collecteurs des douanes stationnés sur les quais suffisaient à faire fonctionner la machine financière de l'État. Pour une nation encore agricole, dépendante des importations européennes, ces droits de douane furent d'une efficacité redoutable. De 1790 à 1860, ils représentèrent en moyenne 90% des recettes fédérales. Alexander Hamilton ne percevait pas les droits de douane uniquement comme un outil budgétaire. Dans son célèbre rapport sur les manufactures de 1791, il expliqua comment, en augmentant le coût des produits importés, l'État pouvait protéger l'industrie nationale naissante contre la concurrence des usines européennes, alors bien plus avancées. Ce protectionnisme devait encourager les consommateurs à acheter localement, stimulant l'industrialisation rapide du pays. Les résultats furent spectaculaires. Dès 1800, les revenus fédéraux avaient presque triplé pour atteindre près de 11 millions de dollars. Les obligations d'État américaines s'échangèrent désormais au-dessus de leur valeur nominale sur les places financières européennes, signalant un redressement exceptionnel pour une nation qui, 10 ans plus tôt, était considérée comme virtuellement insolvable. Cependant, Hamilton savait pertinemment qu'une dépendance exclusive envers le commerce extérieur comportait des risques majeurs. Les blocus ou les tensions diplomatiques pouvaient à tout moment interrompre le flux des navires
et tarir les caisses de l'État. Pour diversifier les sources de revenus, il proposa en 1791 une taxe d'accise sur les spiritueux distillés sur le sol américain, la taxe sur le whisky. Mais à l'ouest des Appalaches, le whisky était un pilier économique et servait de monnaie d'échange. Les fermiers, incapables de transporter leurs récoltes de grains volumineuses sur les mauvaises routes de montagne menant à l'est, distillaient leurs céréales pour en faciliter l'acheminement. L'annonce de cette nouvelle taxe provoqua immédiatement une vague d'indignation d'une rare violence. Les fonctionnaires du Trésor venus enregistrer les alambics furent accueillis par des agressions physiques. L'un d'eux, Robert Johnson, fut dépouillé de ses vêtements, enduit de goudron chaud, recouvert de plumes, puis abandonné ligoté à un arbre au fond de la forêt. Les maisons des rares citoyens coopérant avec l'administration furent incendiées par des bandes agissant sous la signature mystérieuse de Tom le Rémouleur. À l'été de 1794, la contestation prit la tournure d'une véritable insurrection armée. Près de 400 miliciens attaquèrent la résidence de l'inspecteur John Neville, provoquant des échanges de tirs mortels. Face à ce qu'il considérait comme une menace existentielle pour l'unité de la République, le président George Washington décida de réagir avec fermeté. Prenant personnellement la tête d'une armée de 13 000 miliciens, il marcha vers l'ouest, devenant le seul président en exercice à commander des troupes sur le terrain. Devant cette force, la rébellion se dissipa sans combat, mais la cicatrice politique demeura profonde. Thomas Jefferson profita de ce ressentiment fiscal pour remporter la présidence en 1801, s'empressant de faire abroger toutes les taxes internes. Durant les décennies suivantes, l'État s'en tint à une doctrine stricte. Des droits de douane en temps de paix et de brèves taxes de guerre supprimées dès le retour de la paix. Ce système fonctionnait parce que l'appareil d'État du XIXe siècle présentait une taille extrêmement modeste. Il n'existait aucun programme d'aide sociale, aucun système de retraite publique, aucune assurance maladie, ni aucune agence de régulation moderne. Les effectifs de la fonction publique civile se comptaient en milliers de personnes à l'échelle du pays tout entier, et l'essentiel de l'activité étatique se concentrait sur des missions régaliennes minimales. À la veille de la guerre de sécession, en 1860, le budget annuel de fonctionnement de l'État frugal s'élevait à seulement 78 millions de dollars, tandis que la dette publique globale atteignait 65 millions de dollars, des sommes dérisoires aujourd'hui. En dehors des tarifs douaniers, le gouvernement disposait aussi d'une réserve foncière gigantesque qui devint un atout d'une valeur inestimable. La mise en vente progressive de ces immenses terres publiques devint une activité lucrative pour le Trésor national. Grâce aux ordonnances foncières, facilitant l'accès à la propriété, l'acquisition de parcelles fut simplifiée pour les colons. Ces ventes générèrent des flux financiers constants, représentant en moyenne 14% des revenus globaux de l'État, avec des pics lors des vagues de spéculation des années 1830. En 1835, sous la présidence d'Andrew Jackson, l'afflux d'argent de ces transactions permit même de réaliser un exploit unique, le remboursement intégral de la dette publique des États-Unis, ramené à la somme symbolique de 38 000 dollars. Il convient toutefois de souligner la part d'ombre de cette réussite, car ces terres vendues par l'État avaient été préalablement confisquées aux populations amérindiennes par des déplacements forcés, liant ainsi directement la richesse budgétaire de la République à la dépossession tragique des peuples autochtones. Ce fragile équilibre financier prit fin en avril de 1861 avec le déclenchement de la guerre de sécession. Face à un conflit d'une ampleur inédite, les dépenses de l'Union explosèrent, passant de 172 000 dollars par jour à plus d'1 million de dollars quotidiens, pour atteindre 82 millions de dollars par mois à la fin de la guerre. Les recettes douanières s'effondrèrent sous l'effet de la désorganisation du commerce maritime. Devant l'urgence, le Congrès fit l'impensable en instaurant le tout premier impôt sur le revenu. La loi de 1861, qui prévoyait un prélèvement de 3% sur les revenus supérieurs à 800 dollars, s'avéra inefficace par manque de contrôle. L'année suivante, la loi fiscale de 1862 corrigea ces lacunes en introduisant un véritable impôt progressif, avec un taux de 3% pour les revenus intermédiaires et de temps à autre de 5% pour les plus fortunés, un plafond porté à 10% en 1864. Cette réforme de 1862 s'accompagna d'une taxation générale sur presque toute l'activité économique. Pour décrire cette frénésie, le président de la Commission des revenus de l'époque, David Wells,
expliqua que le Congrès suivait un principe similaire à celui donné à un Irlandais visitant une foire. Dès que vous voyez une tête, frappez-la. Le Congrès appliquait la même règle. Dès que vous trouvez un produit, un commerce, une profession ou une source de revenus, taxez-le. C'est également à cette occasion que fut créé le Bureau du commissaire aux revenus internes, une administration qui commença avec 3 employés avant de recruter près de 4000 agents pour collecter les fonds. Cette institution allait devenir, des décennies plus tard, la redoutable administration fiscale connue sous le nom d'Internal Revenue Service. Bien que cet impôt n'ait couvert qu'une fraction du coût total de la guerre, il démontra sa puissance administrative avant d'être entièrement démantelé en 1872, une fois la paix revenue. La fin du XIXe siècle fut marquée par l'âge doré, une époque d'industrialisation intense, caractérisée par une concentration extrême des richesses entre les mains de quelques magnates de l'industrie, comme Rockefeller, Carnegie ou Morgan. Dans ce contexte, le système des tarifs douaniers fut vivement critiqué par les fermiers et les ouvriers du Sud et de l'Ouest. Ils contestèrent le caractère injuste et régressif de cette fiscalité indirecte qui pesait de manière disproportionnée sur les ménages modestes, contraints de payer les mêmes majorations de prix sur les produits importés de première nécessité que les familles les plus aisées. Un pauvre fermier achetant une charrue payait la même taxe douanière qu'un banquier new-yorkais, mais cette dépense représentait une part bien plus écrasante de ses revenus. De surcroît, le tarif était devenu un outil de favoritisme pour les industriels du Nord, qui faisaient pression pour obtenir des barrières protectionnistes élevées, comme le tarif McKinley de 1890 qui taxait les importations à près de 50%. C'est au cœur de cette crise sociale que germa l'idée d'un impôt permanent sur les hauts revenus pour rétablir la justice fiscale. En 1894, alors que le pays traversait une grave dépression économique, le Congrès adopta une taxe de 2% sur les revenus supérieurs à 4 000 $. Cette tentative se heurta immédiatement à une résistance juridique farouche qui se solda, en 1895, par l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Pollock contre Farmers Loan and Trust Company. Par une majorité de 5 voix contre 4, les juges déclarèrent cet impôt inconstitutionnel, estimant qu'une taxe sur les revenus de la propriété était un impôt direct soumis à la règle de la répartition proportionnelle. Dans son avis dissident, le juge Henry Brown écrivit que cette décision constituait l'abandon du pouvoir de taxation à la classe possédante. Cette sentence provoqua une immense colère parmi les réformateurs, qui y virent un bouclier juridique pour protéger les privilèges de l'élite économique. Face à ce blocage, la seule issue possible résidait dans un amendement à la Constitution, une procédure complexe exigeant l'approbation des 2 tiers du Congrès et des 3 quarts des États. Le tournant se produisit en 1909 sous la présidence de William Howard Taft, qui proposa officiellement le 16e amendement visant à accorder au Congrès le pouvoir d'imposer le revenu sans obligation de répartition démographique entre les États. Malgré la résistance acharnée des milieux d'affaires qui agitaient le spectre d'un État confiscatoire, la pression populaire portée par le mouvement progressiste finit par l'emporter. Le 3 février de 1913, le 16e amendement fut officiellement ratifié. Dans la foulée, le Congrès adopta une loi fiscale fixant un taux initial très modeste d'1% sur les revenus supérieurs à 3 000 $, assorti d'une surtaxe progressive plafonnée à 7% pour les revenus extrêmement élevés. Ce nouveau cadre fiscal se déploya rapidement sous l'effet des conflits mondiaux. L'éclatement de la Première Guerre mondiale contraignit le gouvernement à multiplier ses sources de financement, entraînant une hausse spectaculaire des taux d'imposition sur le revenu, le taux marginal supérieur grimpant à 77% en 1918. Si ces taux rebaissèrent après la paix, ils ne retrouvèrent jamais les niveaux d'avant-guerre, installant l'impôt sur le revenu au cœur du système budgétaire national. La transition vers une fiscalité de masse s'acheva durant la Seconde Guerre mondiale avec l'introduction en 1943 de la retenue à la source, qui obligeait les employeurs à déduire directement l'impôt du salaire des travailleurs. Cette innovation technique transforma profondément la perception de l'impôt en le rendant presque invisible pour le contribuable, dilué au fil des mois dans le flux des fiches de paie et atténuant ainsi la résistance à la ponction fiscale. Au-delà de la technique,
Le passage d'un financement par les tarifs à un financement basé sur l'impôt sur le revenu a redéfini le rôle de l'État. À l'ère des tarifs douaniers, la capacité financière du pouvoir fédéral était naturellement bridée par le commerce international, car des taxes trop élevées finissaient par décourager les importations, entraînant une baisse des recettes. Ce plafond naturel maintenait l'État dans des dimensions réduites, ses dépenses totales ne dépassant presque jamais 3% du produit intérieur brut. L'instauration de l'impôt sur le revenu supprima ce verrou budgétaire historique, offrant à l'État une capacité de prélèvement théoriquement illimitée. Cette manne financière ouvrit la voie au développement d'un État-providence, d'une ampleur inédite, permettant le financement de programmes sociaux d'envergure nationale tels que la sécurité sociale en 1935, puis les assurances maladie publique Medicare et Medicaid en 1965, ainsi que la création de multiples ministères. De nos jours, le paysage financier de l'État fédéral américain présente un visage opposé à celui imaginé par les pères fondateurs. Les impôts directs sur le revenu des particuliers et les cotisations de sécurité sociale représentent désormais plus de 90% de l'ensemble des recettes publiques de l'État, tandis que les droits de douane ne contribuent plus qu'à hauteur d'environ 1,5% du total des recettes. Cette évolution met en lumière une tension idéologique permanente qui continue de structurer les débats politiques contemporains autour de la fiscalité, opposant la vision d'un État minimal financé de manière indirecte par les flux commerciaux à celle d'une puissance publique redistributive financée de manière progressive par la contribution directe de ses membres. Ce débat fondamental sur la répartition de la charge fiscale et la définition de la justice sociale n'est pas une simple querelle budgétaire moderne, mais constitue le fil conducteur de l'histoire politique américaine. Comprendre comment une grande nation a pu prospérer sans impôt sur le revenu permet de poser un regard neuf sur les structures de pouvoir qui régissent notre quotidien. La question du financement public n'est jamais uniquement technique, elle touche au pacte social et à la relation entre le citoyen et l'autorité de l'État. Si cette plongée dans les rouages de l'histoire financière a permis d'éclairer les mécanismes qui configurent notre monde moderne, il est essentiel de poursuivre cette réflexion. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses approfondies de ces structures de pouvoir, à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à manifester votre soutien en aimant cette publication pour encourager la diffusion de contenus éducatifs rigoureux. Nous explorerons bientôt d'autres aspects fascinants de ces équilibres financiers souvent ignorés, mais indispensables à comprendre.